Je suis là pour vous présenter plusieurs éléments pour justement bien construire ce document. Mais si vous avez la moindre question, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas, c'est l'objectif. Je vais partager mon écran. Tac, tac, tac. Hop là, on est pas mal. Ok. Donc du coup, on est ensemble aujourd'hui pour parler de cahier des charges et de comment construire correctement le cahier des charges d'un site web. Et j'ai pas mal d'éléments à vous montrer, notamment, je vais vous montrer comment on construit nos propres cahiers des charges et toutes les questions qu'on peut poser à nos clients afin de vous aider. Donc on va voir les éléments indispensables à intégrer dans votre cahier des charges. On verra aussi tout ce qui est lié à la différence entre une création ou une refonte de site, les rôles de chacun et le travail que ça va générer, les technologies et les différents prestataires qui s'offrent à vous pour réaliser après derrière votre projet, le budget nécessaire à investir dans votre projet et les différentes possibilités de financement d'un site web. On parlera de tous ces éléments-là dans ce webinaire. Pour la petite présentation, donc moi je m'appelle Julien Doromo, je suis le fondateur d'une agence digitale qui s'appelle Pilotine, qui est à Lyon. Il y a 26 personnes aujourd'hui chez Pilotine. Au niveau de nos métiers rapidos, pour que vous puissiez savoir pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui, on a la partie branding, donc la conception d'identité visuelle. On a la partie site web où on développe nous principalement sur WordPress. On verra qu'il y a d'autres technologies qui sont possibles, qui existent pour faire son site internet. Mais nous, en tout cas, on maîtrise WordPress. On ne fait que ça, vu qu'on le fait bien, mais on fait que ça. On a la partie accompagnement et aussi toute la partie formation où on va pouvoir, former nos clients à gérer leur site internet, mais aussi l'aspect web marketing. Donc aujourd'hui, il y a 26 personnes, j'en avais parlé. Et comme j'ai dit, on est aussi organisme de formation. Donc ça permet de se différencier de la concurrence. Et si jamais vous avez besoin de monter en compétence sur WordPress ou sur du référencement naturel ou quoi que ce soit, on est agréé Calliope, ce qui fait que ça peut passer sur les budgets OPCO ou les budgets CPF. Donc voilà, ça peut potentiellement être intéressant. Quoi qu'il en soit, quand on démarre un projet digital, il y a plusieurs étapes en général dans lesquelles on intervient, mais surtout pour lesquelles vous devez être préparé si demain vous voulez refaire votre site. La première partie, c'est de se former, c'est de monter en compétence sur les outils digitaux. Qu'est-ce que le référencement naturel? Qu'est-ce qu'un site internet? Comment je fais du marketing automation? Comment je fais de la pub? Comment je fais tous ces éléments-là pour vraiment avoir une vision globale, une vision d'ensemble, du marketing digital et de la communication digitale. La deuxième étape, ça va être de cadrer et co-construire. Vous êtes monté en compétences à travers potentiellement des articles de blog, des webinars ou je ne sais quoi. Donc, vous êtes monté en compétences, donc vous allez pouvoir justement construire ce fameux cahier des charges. Vous allez pouvoir vous faire accompagner par un prestataire pour co-construire avec lui votre besoin et afin d'avoir justement un projet qui ait du sens. Vraiment d'essayer de donner un maximum de sens à votre projet. Et du coup, une fois qu'on a donné du sens à ce projet et qu'on a décidé d'une ligne conductrice intelligente, on va créer les différents outils, notamment on va créer potentiellement un site internet, une application mobile ou que sais-je. En tout cas, on a l'étape de création et derrière, on va avoir un projet qui va évoluer dans le temps. On va avoir l'étape de révision, d'accompagnement, d'évolution de votre plateforme. Et c'est avec cette étape-là, vous allez pouvoir d'améliorer un petit peu votre communication digitale et votre projet sur le long terme. C'est toujours bien de commencer petit pour après faire évoluer, plutôt que d'essayer tout de suite de faire l'énorme site internet qui va bien. On a parfois effectivement des prospects qui viennent nous voir avec un projet qui va leur coûter 400 000 €. En gros, ils sont en train de faire le Airbnb, du Blablacar, du Uber. Tout ça, c'est bien beau, mais en général, ça va prendre beaucoup de temps, ça va prendre beaucoup d'argent et il vaut mieux commencer étape par étape. Ok. Première étape, en tout cas dans un projet, en général, on va retrouver l'identité visuelle. Au niveau de cette identité visuelle, on va avoir plusieurs éléments que vous allez devoir, que vous avez peut-être déjà en votre possession, que vous allez devoir construire. On va retrouver souvent le logo, la typographie, le choix des couleurs, et donc du coup, une charte graphique qui comprend tous ces éléments-là. Dans la charte graphique, on met aussi, par exemple, les illustrations ou les shootings photos ou tous ces éléments que vous allez devoir apporter pour votre projet. Si vous voulez un joli site internet, en gros, vous avez besoin de ces 4 éléments et d'avoir des contenus graphiques qui vont faire la différence. Parce qu'on a beau, nous, par exemple, en tant qu'agence, faire
le plus beau site internet du monde, si les images sont dégueulasses, si le logo il ressemble à rien et ainsi de suite, le site à la fin il sera pas foufou. Et notamment quand on veut valoriser une belle image de marque, un beau positionnement, il faut travailler ces éléments-là. Du coup, il y a aussi la partie création de contenu, des photos, des vidéos, des illustrations, du motion design, potentiellement du packaging, des goodies ou que sais-je. À savoir que, en termes de budget, pour réaliser ce genre d'éléments-là, avec des logos, des chartes graphiques ou autres, il faut partir, enfin, en tout cas, par exemple, chez nous, on est sur un budget aux alentours des 5 000 euros, 5 200 euros pour créer un peu tous ces éléments, toute cette base pour l'identité visuelle. Bien entendu, vous trouverez bien moins cher. Vous avez sûrement des personnes qui vous feront ça pour 500 euros. Et il y a des gens qui feront largement plus cher pour 10, 15, 100 000 euros. J'en sais rien, je sais pas. Il y a des logos, vous en avez peut-être entendu parler, mais il y a des logos pour des communes ou des trucs comme ça, ou des régions qui ont coûté des centaines ou voire des millions d'euros. En tout cas, un budget cohérent pour attaquer ce projet-là et pouvoir avoir une bonne base, en général, dans les 5 000 euros. Sur la partie site internet maintenant. On a, par exemple, nous chez Pilotine, 4 typologies de sites, et à voir si vous vous y retrouvez par rapport au site que vous souhaitez faire. Le site Pilotine, ce qu'on appelle Pilotine chez nous, ça va être un site vitrine, plutôt simple en termes d'architecture. C'est-à-dire qu'on va avoir entre 5 et 10 pages, ça va être vraiment une belle présentation de l'entreprise. Ça peut être un site très animé, très immersif, tout ce qu'on veut, mais en tout cas, il va pas y avoir énormément de pages. Il va pas y avoir en général de fonctionnalités. On va pas retrouver un espace membre, on va pas retrouver des fonctionnalités trop avancées. On va être sur un beau site vitrine avec une partie blog pour gérer la partie référencement naturel. Et avec ces éléments-là, justement, on va pouvoir valoriser une belle image de marque sur Internet. Donc ça, c'est le site qu'on appelle, nous, Pilotine. Ensuite, on retrouve le site Vedette. Ce site Vedette, ça va être, on a tout l'univers marin chez nous, donc le site Vedette, on va être sur un site qui commence à inclure justement des fonctionnalités. Par exemple, on va retrouver une brique e-commerce, on va pouvoir retrouver un job board, donc pour faire en sorte que les gens puissent postuler chez vous pour du recrutement. On va pouvoir retrouver une map interactive, on va pouvoir retrouver un agenda ou de l'événement ou des choses comme ça. Par exemple, de l'achat d'une billetterie ou des choses comme ça. Et en général, on va retrouver une de ces fonctionnalités-là. Donc là, ce site vedette, ça va être un beau site vitrine qui valorise bien l'entreprise et on va retrouver une ou deux ou trois fonctionnalités qui commencent à être importantes. Ensuite, on a le site qu'on appelle nous Catamaran, vous donnerez le titre que vous voudrez, mais là, on commence à être sur un site avec beaucoup plus de contenu. Donc, on commence peut-être à être sur, je sais pas, 10, 20, 30, une centaine de pages. On va retrouver des fonctionnalités, par exemple e-commerce, on va être sur un site multilingue. C'est un site qui va commencer à être synchronisé avec des CRM, avec des ERP, par exemple, une synchronisation avec Sage, une synchronisation avec HubSpot, avec celle-ci, avec plein d'outils différents, Salesforce ou autres dont vous avez peut-être entendu parler, qui vont être des outils métiers. On va venir synchroniser le site internet de l'entreprise avec ces outils métiers pour que on ait toutes les informations au même endroit. Donc là, on va commencer à être un site un peu plus costaud. Et enfin, le nec plus ultra, ça va être le yacht chez nous, où là, ça commence à être très costaud. Et là, ça mixe souvent un peu tout. C'est un site avec entre 100 et 1000 pages, il est multilingue, on doit se connecter avec des API externes, donc un ERP, un CRM, on commence à avoir des fonctionnalités un petit peu dans tous les sens, et c'est vraiment le site très costaud. Forcément, plus l'entreprise est petite, plus elle va se diriger vers de la pilotine. Par exemple, une entreprise de service, une TPE, PME de service va être là-dessus, là où on va commencer à être soit sur un groupe avec beaucoup d'entités, beaucoup de fonctionnalités, avec du e-commerce, une boîte souvent internationale, va aller après sur du yacht qui inclut en fait la totale. On va retrouver aussi dedans sûrement du e-commerce, un job board, des maps interactives, un système d'agenda, de la gestion d'événements ou autre, mais tout ça avec plugué avec d'autres outils externes et surtout beaucoup de pages. Donc voilà un petit peu. Donc nous, par exemple, ça, ce sont nos offres chez nous. Donc la pilotine est un peu plus simple, mais on va toujours avoir le même travail initial, quel que soit le projet, de travail sur l'ergonomie. On va toujours avoir un travail de gestion de projet, un travail de design, d'intégration, de développement,
et de maintenance et d'évolution du site sur le long terme. Là où après, plus on va sur du vedette, du catamaran, du yacht, et ben le site va commencer à devenir très complexe techniquement, va commencer à inclure une grosse partie de gestion, capture de leads, une partie e-commerce et la connexion avec des API externes et de plus en plus de fonctionnalités. Pour vous donner des petites idées en termes de budget, pour que ça puisse vous permettre de vous situer, une pilotine, en général, on est en dessous de 15 000 euros. Alors bien entendu, vous trouverez des personnes en freelance, donc ça n'inclut pas tout le suivi et tout l'accompagnement qui peut être fait dans une agence comme pilotine, mais vous pouvez trouver des budgets qui commencent à même zéro. Vous pouvez commencer avec Wix, avec Jimdo, ça coûte 0 euros. Si vous voulez quelque chose d'un peu sérieux, qui tienne la route avec un vrai accompagnement, voilà, en tout cas, en dessous de 15 000 euros, en général, on est entre 8 et 15 000 euros. Dès qu'on commence à avoir du e-commerce, dès qu'on commence à avoir des job boards, des choses comme ça, un peu de multilingue ou autre, on va être plutôt entre 15 et 25 000 euros. Dès qu'on commence à synchroniser avec des ERP, des CRM et tout ça, on va être entre 25 et 40 000 euros avec la vedette. Et puis le yacht, chez nous, en toute transparence, nos budgets vont de 40 000 à maximum 120, 150 000 euros pour des sites. Mais là, on est vraiment sur la grosse Bertha, on est sur le site qui fait la totale. Donc du coup, voilà, ça peut vous donner des petites idées. Bien entendu, comme j'ai dit, en fonction des partenaires que vous avez en face. Si demain vous allez voir pour le même projet Havas ou Publicis, bah vous en avez pour 2 à 3 fois plus cher sans sourciller. Si vous allez voir des copains freelance qui eux le font en autonomie, sont tout seuls, n'ont aucune charge, travaillent de chez eux, et ben là on va pouvoir avoir des budgets beaucoup plus agressifs. Vous aurez à chaque fois jamais la même qualité, jamais la même assurance que le projet aille jusqu'au bout, que le projet soit fait de manière qualitative. Par exemple, si quelqu'un va voir Havas ou Publicis, c'est qu'il veut prendre 0 risque, il se dit je prends les meilleurs, les plus chers, comme ça on est sûr qu'on n'en parle plus. Mais voilà, ça dépend juste de votre positionnement, où vous en êtes. Mais en tout cas, là, vous avez des idées, on va dire, d'une agence moyenne, comme Pilotine, où il y a 25 personnes. L'entreprise existe depuis 10 ans, donc on en a vu des vertes et des pas mûres. On a connu énormément de projets. Donc, on a calibré notre offre pour répondre aux vrais besoins des TPE, PME et ETI qui ont de grosses ambitions sur le digital et qui veulent rentabiliser au final leur site internet. Ok, ensuite, il faut penser aussi à la maintenance et l'accompagnement. Juste pour vous donner des petites idées, maintenance, hébergement et tout ce qu'on appelle TMA, donc c'est-à-dire un créditant, des heures que vous allez pouvoir utiliser tous les mois pour faire évoluer votre site, eh bien, on est sur des prix en général entre 120 à 232 euros par mois pour justement gérer tout ça. En gros, vous n'avez plus rien à gérer, on s'occupe de l'hébergement, on fait les mises à jour de WordPress, des plugins et tout ça, et on a aussi du temps dédié qu'on vous consacre à faire les évolutions de votre site. En gros, vous avez un système, vous faites des petits tickets, vous nous envoyez des mails en disant j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et hop, on s'en occupe directement. Donc voilà, entre 120 et 232 euros par mois pour cette partie-là, pour que vous ayez aussi une base de réflexion. Allez, on revient quand même au sujet de ce webinaire. Hein. Donc le sujet de ce webinaire, c'est comment créer son cahier des charges et on va voir tous les éléments importants. J'ai une petite surprise pour ceux qui restent jusqu'au bout parce que j'ai un modèle de cahier des charges que je peux vous partager. Je vous mettrai le lien dans le chat ou si vous regardez en replay, je mettrai le lien dans les commentaires, histoire que vous puissiez créer vous-même demain votre cahier des charges avec tous les éléments nécessaires. C'est parti. Alors, premiers éléments déjà, ça va être les informations et les coordonnées de votre entreprise. Enfin, c'est tout con, c'est tout bête. Mais si vous envoyez un cahier des charges, mais qu'on n'a même pas votre numéro de téléphone, on n'a pas votre email, on ne sait pas comment vous contacter. Enfin, certes, on a ces infos-là, mais on ne connaît pas forcément le nom, le prénom, qui est le décideur ou autre. On part déjà d'un mauvais pied. Donc, entreprise, votre prénom et votre nom, votre rôle, qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise, votre email, votre téléphone. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe qui sont décideurs ou décisionnaires sur ce projet-là? D'où est-ce que vous nous avez connus? Comment vous avez connu, par exemple, Pilotine ou l'entreprise? C'est toujours intéressant de savoir, c'est machin qui m'a mis en relation, je vous ai trouvé sur Google, je vous ai trouvé via de la pub, voilà, et ainsi de suite. Et potentiellement, votre niveau actuel sur, par exemple, WordPress, si vous êtes sur un projet WordPress, mais votre niveau actuel, par exemple, sur WordPress, pour qu'on sache un petit peu aussi comment calibrer le discours et le projet. Si vous dites, j'y connais strictement rien, on va beaucoup plus vulgariser notre discours. Si vous dites, moi, je suis champion du monde, j'ai déjà fait 150 sites, là, tout de suite, va falloir que ça enquille et on va aller beaucoup plus vite. Ensuite, une fois qu'on a parlé de vous, c'est cool, on va parler de l'entreprise. Et notamment, l'histoire et l'activité de l'entreprise en quelques lignes, le domaine d'activité, je ne sais pas si vous avez compris dans mon truc, mais là où il y a des petits crochets, c'est là où il faut remplir, en gros, les éléments. Le domaine d'activité,
Le nombre de collaborateurs, parce que ça peut être important. Des fois, on a l'impression que c'est un cahier des charges pour une boîte de 5 personnes, alors qu'en fait, ils sont 1500 derrière. On dit, oula, on n'avait pas bien saisi l'enjeu. Et inversement, des fois, on a l'impression qu'ils sont 1500, alors qu'en fait, c'est une personne toute seule dans son canapé qui a un super projet. Et du coup, pareil, on arrive à mieux calibrer tous ces éléments-là. Le chiffre d'affaires actuel de la boîte, ou en tout cas la taille de l'entreprise, et son rayonnement géographique. Tout de suite, on va voir, est-ce que c'est international, est-ce que c'est très très local, est-ce que c'est régional, national. C'est intéressant de donner le rayonnement géographique de votre activité pour, pareil, bien calibrer le projet. Par exemple, le référencement naturel et la structuration du site n'aura rien à voir entre une boîte très très locale et une boîte internationale. Ensuite, des éléments qui sont assez importants pour votre positionnement, pour qu'on puisse bien valoriser ce que vous voulez transmettre, et en tout cas vos avantages concurrentiels sur le site. Votre raison d'être. La raison d'être, par exemple, pour Pilotine, c'est donner du sens aux ambitions digitales et faire grandir les autres en y prenant le plus de plaisir possible. Pour d'autres, c'est sauver la planète, pour d'autres, c'est je sais pas quoi. Donc, mettez bien votre raison d'être ici pour savoir en gros quel est le but de votre entreprise. Ensuite, ça peut être bien de mettre 3 valeurs, les valeurs les plus importantes pour vous. On peut en mettre 150 et mettre toutes les valeurs du monde, mais si vous mettez les 3 valeurs principales, comme ça on voit aussi d'un point de vue graphique, d'un point de vue image, comment on va pouvoir mieux accompagner le client. Vos facteurs différenciants, donc par exemple chez Pilotine, les valeurs, c'est l'enthousiasme, le dépassement de soi et le partage. On partage énormément, par exemple avec ce webinaire et tous ces contenus concrets. Ça fait partie vraiment intégrante de nos 3 valeurs. Dans nos facteurs différenciants, c'est le fait qu'on soit hyper spécialiste sur WordPress, le fait qu'on soit agréé Calliope, qu'on soit vraiment au taquet sur l'accompagnement d'un point de vue design. Voilà, essayez de valoriser vos 3 facteurs différenciants qui vous différencient de la concurrence. Et enfin, votre offre, vous représentez votre offre. Nous, en gros, on fait des sites internet, on fait du design, on fait de la formation, tout ça. Mais du coup, ça vaut le coup voilà, de pouvoir mapper comme tel un peu l'organisation, enfin le positionnement de votre entreprise. Ensuite, une fois qu'on a parlé de soi, de l'entreprise, on va parler bien entendu du projet. Et quand on parle du projet, on va pouvoir redéfinir en une phrase un peu votre besoin. Pourquoi vous faites ce projet-là? L'URL du site web à créer ou à refondre. C'est tout bête, mais des fois, on a des prospects qui nous disent « Ouais, j'aimerais bien faire une création, une refonte de site. » Ils ne nous mettent même pas le lien. Du coup, pensez bien à mettre le lien ou l'URL. Parce que des fois, vous voulez transformer un site en un autre et puis ça change d'URL. Ça peut avoir un impact aussi. Si vous êtes dans le cadre d'une refonte qui est votre registrar, par exemple OVH, Gandhi, One and One ou je sais pas quoi, qui est votre registrar et qui est votre hébergeur actuel pour qu'on puisse aussi choper ces informations-là et ainsi du coup pouvoir faire les recommandations qui vont bien. La date de mise en ligne souhaitée, donc un peu votre planning idéal et le budget provisionné. On va revenir sur le planning et le budget, je vais vous donner des billes pour ça juste après. Ensuite, donner un contexte à votre projet. La présentation du projet en quelques lignes. Donc là, vous en mettez un peu plus. Tout à l'heure, c'était une petite intro et là, vous allez en mettre un peu plus. Pourquoi le projet est-il nécessaire? La boîte, elle s'est développée énormément ces dernières années et du coup, le site ne ressemble plus du tout à l'entreprise. On veut doubler notre chiffre d'affaires, on veut faire ci, on veut faire ça. Donc, en quoi ce projet est vraiment crucial et utile pour vous? Je veux juste avoir une image. Je veux être le premier sur Google. Chacun des objectifs. Ensuite, on va détailler un peu plus les objectifs marketing en lien avec le référencement naturel, la publicité, les réseaux sociaux et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on veut en faire? Combien on veut de trafic, de visibilité? Combien de leads on veut générer? Combien de clients on veut choper à la fin? Et ainsi de suite. Et bien entendu, donc ça touche un peu au persona. On va définir une cible type. Le top du top, c'est si vous mettez la petite photo, la description, où la personne habite, son métier, tout ça, mais en tout cas de bien décrire votre cible. Parfois, nous, on a des clients qui nous mettent, et puis ça peut suffire, c'est les directeurs commerciaux des PME industrielles qui habitent à Lyon, ou qui travaillent à Lyon, ou alors ça va être plutôt le responsable RH des grands groupes qui travaillent dans l'agroalimentaire, ou ainsi de suite, mais de bien détailler le plus possible votre persona type, votre cible, à qui le site, en gros, va s'adresser. Ensuite, on peut avoir des besoins annexes, notamment les besoins annexes, ça va être tout ce qui est lié aux outils de gestion, ou alors est-ce que vous avez besoin de photos, vous avez besoin justement d'un logo, vous avez besoin d'une charte graphique, vous avez besoin de ci, de ça, au niveau du design, au niveau des fonctionnalités, mais de détailler un peu plus d'autres éléments qu'une agence ou qu'un freelance pourrait attendre en termes de contenu, en termes de visuel, en termes de tous ces éléments-là, de détailler un petit peu ici. Par exemple, on avait mis une petite liste là. Est-ce que vous avez bien une bonne colorimétrie, un logo, une typographie, des éléments web? Est-ce qu'il y a par exemple une maquette existante ou je ne sais quoi? Pour donner un peu plus de billes sur
les éléments que vous avez déjà eus en amont de votre projet. Une fois qu'on a parlé du projet, on va parler du marché et de vos inspirations. Là, ça touche bien entendu la partie design, mais ça va donner des billes aussi à votre partenaire, à votre prestataire ou à vous-même pour savoir un peu quels sont vos concurrents. Et plus vous allez analyser vos concurrents, plus vous aurez d'informations pour vous différencier de ces concurrents-là et pour trouver des sites d'inspiration. Parce que plus vous allez vous trouver des sites d'inspiration, plus vous verrez un peu quelle est l'idée derrière le site quelle tête vous souhaitez donner un petit peu à votre site. Est-ce qu'on a un site avec beaucoup d'animation, un site où il y a justement beaucoup de contenu? Nous, ça va donner tout de suite beaucoup de billes. Le genre de site que la majorité de nos prospects mettent, c'est Apple. Apple, malheureusement, donne pas beaucoup d'informations puisque on est sur un site, voilà, à part si on est sur un site e-commerce, alors là, c'est génial. On dit Apple, ok, on a compris, on veut un site simple, clair, efficace, qui mette énormément en avant les produits ou les fonctionnalités des produits, voilà, on est vraiment tourné autour du marketing. Mais quand on est dans une boîte industrielle ou dans une entreprise de service machin et qu'on nous dit le site d'Apple, en général, on se dit ok, mais on peut pas faire grand chose de cette question à part de savoir que la personne aime quelque chose d'épuré. Donc, essayez de mettre 3, 4, 5, une dizaine de sites à la rigueur, mais si vous en avez déjà 3, c'est bien. 3 concurrents et 3 sites d'inspiration que vous trouvez vraiment super bien foutus. À chaque fois en indiquant ce que vous aimez bien. Est-ce que c'est le web design? Est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est parce qu'il fonctionne bien? Est-ce parce qu'il génère beaucoup de leads? Ou ainsi de suite, de mettre vraiment tout ce que vous avez aimé ou ce que vous n'avez pas aimé chez vos concurrents et dans ces sites d'inspiration pour, encore une fois, donner du grain à moudre et un peu mieux anticiper votre projet. Exemple typique. Donc là, je vous parle d'Apple. Un produit Apple typique, ça va être un truc où il y a juste un bouton, voilà, un iPhone, il y a juste le truc, les petits boutons sur le côté, déverrouillé, tout ça. Après, tout le monde s'en est inspiré, mais ils ont simplifié à mort, en gros, leur interface. Chez Google, c'est pareil, ils ont simplifié à mort. Il y a juste un champ de recherche et je veux rechercher et je peux rechercher ce que je veux. En général, ce que nous demandent tous les clients, c'est un truc où on essaye d'avoir toutes les informations tout de suite au même endroit et on a quelque chose de très compliqué, très lourd et ainsi de suite. Donc, le but du jeu, ça va être d'essayer effectivement d'un point de vue graphique, design, de simplifier un maximum les éléments pour que l'utilisateur puisse facilement s'orienter, s'organiser dans le site, trouver la borne d'information ou autre, plutôt que de lui en mettre plein la tête. Donc effectivement, essayer de trouver des sites qui sont les plus épurés possibles. Alors très compliqué de faire ce que fait Apple et Google, mais c'est pour comprendre l'idée que souvent on a tendance à trop complexifier les choses, à vouloir trop de choses au même endroit. Quand on travaille sur le design, juste par titre d'information, on travaille sur ce qu'on appelle un design system. Donc en gros, le travail d'un designer quand il va bosser sur un site internet, c'est pas juste mettre des cases, des photos à un endroit, machin, et dire hop, voilà, c'est joli. Non, c'est qu'il va travailler en fait derrière, on va avoir tous ces éléments, donc c'est un peu une charte graphique digitale, ça s'appelle un design system, et tous ces éléments vont permettre de faire en sorte que le site soit cohérent, que le site ait un style graphique et qu'il puisse fonctionner correctement sur un ordinateur, sur un mobile, tout ça, de manière cohérente, et que l'utilisateur ait une navigation homogène et intéressante pour lui et fluide. Donc du coup, on travaille toujours sur un design system. Donc le travail d'un designer est beaucoup plus avancé que ce que beaucoup de gens pensent, où c'est juste, il fait mémuse avec des pots de peinture et puis à la fin, pouf, ça fait un site. Il y a quand même un gros travail de réflexion et de structuration derrière. Ok. Ensuite, à ce moment-là de votre cahier des charges, ça peut être bien, mais vous pouvez le mettre au tout début si vous le souhaitez, de rappeler à fond votre problématique. Est-ce que votre problématique, c'est « je souhaite générer beaucoup plus de leads sur mon site » ? Est-ce que c'est « je souhaite juste valoriser une belle image de marque » ? Est-ce que je veux trouver mes premiers clients sur Internet? Je veux développer l'application la plus utilisée au monde sur tel truc ou tel machin? J'en sais rien, mais ça vaut le coup de rappeler en une phrase votre problématique. Souvent, une problématique commence par un qui, comment, pourquoi, machin, avec un petit point d'interrogation à la fin, mais ça vaut le coup de pouvoir définir ici votre problématique ou votre challenge numéro 1 par rapport à ce projet de site internet. Comme ça, les choses sont bien claires. Une fois qu'on a fait tout ça, on a le compte, on sait qui vous êtes, on sait quelle est l'entreprise, on connaît le projet, on connaît un peu plus vos attentes, et maintenant on va passer aux éléments un peu plus techniques, notamment l'arborescence. Au niveau de l'arborescence et de l'organisation du contenu, nous on recommande de passer par un outil qui s'appelle, je vais vous montrer. Donc Octopus, ça ressemble à ça.
Hop. Sur Octopus, on a, d'ailleurs je peux vous partager le lien, donc là on a un petit lien vers, hop là. On a un lien vers une arborescence type, donc c'est un modèle. Là on a mis par exemple pour un expert en nettoyage industriel, pour revoir un peu, plutôt pour essayer de déterminer les différentes pages qui vont composer votre site internet et les différents blocs, les différents éléments qui vont venir composer votre site web. Donc on a par exemple la partie qui sommes-nous, nos offres, des réassurances, une partie blog, actualité, téléchargement de livres blancs, l'équipe à votre service, donc une mise en avant de l'équipe, un témoignage, et ainsi de suite. Et on va pouvoir retrouver ici nos services, nos fonctionnalités, nos tarifs. Hop, juste un petit truc, non, j'ai fait n'importe quoi. On va pouvoir retrouver effectivement les différentes pages. Donc typiquement, une page fonctionnalité ou service, c'est ce qu'on appelle chez nous une page archive. Cette page archive, elle va en fait regrouper les différents éléments. Quand on vient sur un blog, la page archive, elle est assez simple parce que ce sont les derniers articles de blog. Par exemple, si je vais sur le site de Pilotine, que je vais dans les ressources dans mon blog, ici, on va voir que la page justement archive, elle reprend tous les articles de blog. Donc c'est une page qui est automatique, qui est dynamique, que vous ne mettez pas à jour et qui va regrouper d'autres éléments qu'on appelle sur WordPress des post types, ou on va dire des contenus types. Si je retourne sur mon petit modèle, mes contenus types, ça va être par exemple des articles de blog. Je vais avoir plein d'articles de blog et je vais les regrouper à un endroit. Mais ça va être aussi des fonctionnalités ou des services ou des produits. Et du coup, ma page archive au-dessus, elle est totalement dynamique, elle va regrouper tous mes éléments qui vont être en dessous. Donc là, par exemple, je vais avoir 150 fonctionnalités ou 2 fonctionnalités. Je vais avoir 1 ou 150 articles de blog. Si vous voulez mettre en avant vos webinars, vous avez l'archive des webinars et après le contenu type de un webinar, et tous vos webinars vont venir se regrouper automatiquement ici. Tout ça pour vous expliquer que sur un site internet, plus vous avez de types de contenu, plus du coup ça va demander du boulot aux designers, à l'intégrateur et aux développeurs de construire votre site. Donc le site le plus simple du monde serait une page d'accueil, une page qui sommes-nous, une page nos services et une page contact. Voilà, c'est super simple parce qu'on a besoin de designer et d'intégrer 4 pages. Par contre, si on commence à dire, allez, et puis je veux tous mes articles de blog, et puis je veux aussi qu'on mette mes webinars, puis je veux aussi mettre des livres blancs, et puis une page nos tarifs, avec des fonctionnalités, des machins, des tout ça, c'est là qu'on commence à augmenter au final le temps de travail et donc le budget du site. Notre calcul, nous, il est très bête et très simple au final. Quand on est sur ce genre d'arborescence, nous, après, en fait, on va juste compter le nombre de pages type, le nombre de gabarits, on appelle ça aussi, que notre designer va devoir designer, que notre intégrateur va devoir intégrer, et après pour les fonctionnalités que notre développeur va devoir développer. Donc là, sur ce site, par exemple, on a une page d'accueil, donc ça fait 1. On a la page fonctionnalité, 2, archive, le post type 3, les tarifs 4, blog, article de blog, ressources, webinar, un type de webinar, livre blanc, un type de livre blanc, témoignage, un type de témoignage, la page société, partenaire, encore la page partenaire si on a plusieurs, la page contact. Donc là, on est déjà à 17 pages. Et forcément, si notre designer design 17 pages, ça va lui prendre plus de temps que s'il devait en faire que 4. Donc là, à vous de voir comment optimiser un maximum pour qu'on ait le moins de pages différentes sur votre site internet, pour essayer de trouver une harmonie, une organisation, une cohérence au sein de votre arborescence et au sein de l'organisation de votre site. Donc forcément, c'est très simple, plus vous rajoutez des types de contenus, plus il y aura du travail en design. Par contre, vous pourriez dire, en fait, mes articles de blog, mes webinaires et mes contenus premium, je veux qu'ils aient exactement la même tête. Et là, on passe de 6 gabarits à plus que 2. Il y aura l'archive qui ressemblera exactement toujours pareil. Il y aura juste marqué blog ou webinar ou livre blanc, mais après, il y aura le même design. Et un article de blog ou un webinar, ils auront pareil, la même présentation. C'est juste le contenu qui va changer. Et là, vous avez économisé potentiellement 1000, 2000 ou 3000 euros dans votre projet en ne le complexifiant pas. Par contre, si vous commencez à dire « ouais, mais mon blog, moi je veux ça, et puis sur les webinaires, j'aimerais bien qu'on rajoute telle option, machin », et là, c'est là où vous complexifiez un petit peu, et on arrive sur les fameux 17 gabarits de pages. Ok, donc ça, c'était pour l'arborescence. Je vous ai mis dans la presse que vous recevrez à la fin du webinar des liens d'accès sur des modèles. On a le modèle d'un site vitrine, le modèle d'un site e-commerce, le modèle d'une landing page aussi,
avec Octopus, l'outil qui permet de faire des arborescences, histoire de vous donner un peu plus de billes sur l'organisation type d'un, par exemple là, si je prends le site e-commerce, l'organisation type là d'un site e-commerce qui est un peu plus compliqué parce qu'on va avoir des produits, des catégories produits, le panier, la partie mon compte et tout ça, mais au moins vous pourrez retrouver tout ça dans le document. Petit point maintenant sur l'importance de votre contenu. Ah, là, c'est le point qui peut, pas forcément fâcher, mais qui peut faire qu'un projet va mettre énormément de temps. En général, on reviendra sur les plannings, mais un projet qui tient la route, qui est sérieux, va mettre, allez, entre 3 mois pour les plus rapides, jusqu'à 3 ans pour ceux qui prendront le plus de temps. 3 ans, c'est quand à un moment, il y a quelque chose qui est parti en cacahuète, le projet s'est mis en stand-by et justement, tout a pris trop de temps. Pour accélérer un maximum votre projet, plus vos contenus sont prêts à l'avance, mieux c'est. Et pour vous montrer un petit exemple, si un client nous envoie ce contenu-là, on va dire, OK, là, c'est par exemple dans l'isolation, isolation thermique. Eh bien, ou de la rénovation. S'il nous met juste ce texte-là, on va dire, OK, on va mettre le texte à gauche, une petite image à droite. Si finalement il revient vers nous, on va dire, bah non, en fait, mon texte il est pas si petit, j'ai un gros pâté, puis je parle de rénovation, et puis je parle en fonction du type de toit, machin, on va dire, oula, bah là, du coup, ça commence à devenir un peu moche. Du coup, si on a vu tout de suite ce contenu-là, on aurait pu recommander plutôt d'organiser comme suit, eh bien, la maquette, en disant, bah, on va plutôt séparer en deux, faire le texte au-dessus, l'image en bas, et ainsi de suite. Tout ça pour dire que plus vos textes, vous les avez tôt dans le projet, plus le travail du designer sera simplifié, de l'intégrateur aussi, et plus vous aurez un site clé en main. Parce que sinon, ce qui vous pend au nez, eh ben, c'est d'avoir un site à la fin qui soit tout en latin, parce que les designers prennent du latin pour combler les trous si on n'a rien. Donc ça s'appelle le lorem ipsum et tout ça. Et donc si vous voulez gagner du temps, vaut mieux créer vos contenus plus tôt parce que après derrière, vous serez un peu contraint. Parce qu'en fait, on vous aura fait une section qui ressemble à ça, donc vous ne pourrez pas mettre tout le contenu que vous voulez ou ainsi de suite. Pour que votre site il ait une certaine cohérence et qu'il soit harmonieux, plus vous donnez vos contenus tôt, plus le travail sera qualitatif. Je vais vous donner un petit exemple sans forcément citer le client, mais le type de client qui, à l'époque, nous dit non mais moi je vous donne pas mes éléments, je vous donne pas ma charte graphique, je vous donne pas mes contenus, en gros impressionnez-moi. C'est sûr à 100% que le projet va partir en cacahuète. Parce que le client sera jamais impressionné. Parce que quand un client vous dit impressionnez-moi, c'est qu'il a un truc en tête très précis, il sait exactement ce qu'il veut, mais il veut vous challenger, il veut vous tester, il veut je sais pas quoi. Donc il sait exactement ce qu'il veut. Donc vous, tout ce que vous pourrez proposer, forcément ça collera pas avec ce qu'il a exactement dans la tête, parce qu'il vous a pas dit ce qu'il voulait. Et du coup, à la fin, il dira non mais ça c'est pas bon, ça non je voulais pas ça. Et donc à la fin, il voulait pas que vous l'impressionniez, il voulait juste vous embêter pour rester poli. Donc attention à vous-même en tant que client, ne pas être dans cette démarche-là parce que ça ne finira pas bien pour votre projet. Plus vous donnez d'éléments en amont, plus vous êtes clair sur vos contenus, plus vous êtes clair sur tous ces éléments-là, votre charte graphique, votre design, j'en sais rien, plus le projet se passera bien, plus ce sera fluide et bam, ça va dérouler et tout le monde sera content. Plus vous réduirez votre budget aussi, parce que toute cette perte de temps, forcément, à la fin, ça retombe sur le budget du client. Ensuite, si on parle du contenu, on peut parler aussi du référencement naturel. Alors, pour aller assez vite, je vous ai mis pareil dans les slides, un guide complet sur tout ce à quoi il faut penser quand on parle de référencement naturel dans le cadre du projet de création ou de refonte d'un site. Mais, entre guillemets, il va y avoir des éléments sur lesquels il va falloir être vigilant, notamment les URL du site, les titres, les descriptions, mettre en place le bon plugin, prévoir la page 404. Si vous êtes dans le cadre d'une refonte de site, faire en sorte de bien rediriger tous les anciens contenus vers le nouveau pour qu'il n'y ait pas de perte du référencement. Voilà, vous avez un petit récap ici que vous pourrez retrouver, mais en tout cas, posez-vous un peu sur le sujet du référencement naturel dans le cadre de votre projet et indiquez clairement ce que vous voulez. Pour aller très vite, vous avez juste à copier-coller ce que je vous ai mis ici et puis au moins vous mettez dans votre cahier des charges, on n'en parle plus. Mais en tout cas, il faut se poser sur cet élément-là. Et là, il y a le lien vers le guide complet pour ceux qui le souhaitent. Si jamais vous ne le retrouvez pas ou autre, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, Julien Deromo, à me faire une demande via message en disant est-ce que Julien, s'il te plaît, tu peux me renvoyer les liens vers les arborescences, est-ce que tu peux me donner le lien vers le guide et tout ça, SEO, et avec grand plaisir, je vous filerai tout ça. Donc n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn pour que je puisse vous envoyer tous ces éléments et à me faire la demande. Vient maintenant la partie un peu technique des fonctionnalités que vous allez attendre de votre site internet. Là, on va dire pour l'instant, on a fait la partie facile qui concerne 100% des sites qu'on fait chez Pilotine. Un beau projet, un beau design, des beaux objectifs, un super contenu, et on va avoir un site qui claque.
Et là, maintenant, on va parler des sites qui deviennent un peu plus complexes, avec justement ces fonctionnalités. Le risque, je vous ai mis une petite BD qui était dans les Échos. Alors le mec dit, alors ici, tu as le système de classement sur l'environnement partagé. Il dit ça à son petit stagiaire. Il est divisé en 12 catégories, contenant chacune entre 3 et 8 sous-catégories, avec des chemins d'accès personnalisés pour simplifier la recherche, tout ça, tout ça. Mais bon, en général, on classe sous dans divers, ça va plus vite. Tout ça pour vous dire que, allez, je vais être gentil, 95% des prospects qu'on reçoit chez Pilotine viennent avec beaucoup de bonnes idées, mais qui ont tendance souvent à complexifier tout le sujet. C'est pour ça que nous, à travers les ateliers qu'on fait avec eux, les formations, on va co-construire le projet pour essayer de le simplifier un maximum. Pour un, simplifier le budget aussi, et deux, faire en sorte d'accélérer le temps de création du site. Et prévoir plus tard des V2, des V3 avec d'autres fonctionnalités. On a toujours tendance à vouloir trop complexifier, alors qu'à la fin, c'est tellement compliqué que on va tout mettre dans divers, où on va pas utiliser certaines fonctionnalités qu'on a demandées. Donc, essayez un maximum de simplifier votre besoin. Bon, quoi qu'il en soit, vous avez le droit de tout complexifier si vous voulez, mais les fonctionnalités qui existent sur un site, là j'en ai listé quelques-unes, on va pouvoir retrouver une map avancée, vous savez, le genre de map où on retrouve ses différents magasins, on retrouve ses produits, on peut localiser, on peut faire des recherches, on peut cliquer, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et voilà, on peut avoir une carte avec plein d'options. On peut retrouver, je vous ai mis des nombres de jours en phase, des nombres de jours de développement, de travail qu'on peut retrouver par exemple dans une agence comme la nôtre. La fonctionnalité e-commerce, forcément si on veut mettre du WooCommerce et qu'on veut pouvoir vendre des produits en ligne, ça demande du temps aussi. Un espace client, on peut retrouver des moteurs de recherche, il y a un truc natif sur WordPress, mais on peut aller sur un moteur de recherche beaucoup plus avancé ou passer par un outil comme Algolia pour faire une recherche très très poussée. La partie multilingue, on reviendra dessus après, sur le multilingue, je vais vous donner 2-3 pistes. Donc un site qui soit traduit en plusieurs langues, des formulaires avancés, des formulaires qui font des calculs tout seuls comme des grands, qui envoient des emails, qui sont automatisés ou autres. On peut faire plein de types de formulaires. Forcément, la version mobile, il va y avoir une version mobile sur mesure, c'est-à-dire de base, tous les sites internet sont responsive. C'est-à-dire qu'ils vont s'adapter. Au lieu d'avoir 3 photos les unes à côté des autres, on va avoir les 3 photos qui sont les unes en dessous des autres. Ça, c'est le responsive classique. Par contre, si on commence à dire oui, mais sur la version mobile, je veux pas qu'il y ait 3 photos, je veux qu'il y en ait plus que 2, et puis la troisième, en fait, elle se trouve tout en bas, et puis en fait, il y a tel texte, enfin, en gros, qu'on a une version dédiée au mobile, et ben forcément, ça prend aussi pas mal de temps. En design et en dev en plus. Un site clé en main, donc c'est-à-dire si vous voulez qu'on intègre tous les contenus sur votre site. Parce qu'il y a 2 façons d'aborder un projet. Soit vous voulez un site clé en main, ça marche en général sur les petits projets, 5-10 pages, où l'agence s'occupe de tout. Mais si vous voulez un site avec 1500 pages et que vous avez de votre côté une équipe de rédacteurs, une équipe de personnes qui vont pouvoir intégrer les contenus sur le site, souvent vous allez le faire de votre côté. Donc si vous voulez déléguer la partie intégration, forcément ça a un coût. Si vous l'internalisez, eh ben, ça vous coûte moins et ça vous permet de prendre en main votre site, c'est pas mal aussi. On a la partie conception-rédaction, de l'import en masse d'anciennes données. Vous aviez un blog avec 1500 articles de blog. Bien entendu, ne faites pas un copier-coller à la main de vos 1500 articles de blog. Il va falloir trouver une astuce pour exporter vos articles de l'ancien site et les réimporter automatiquement dans le nouveau. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui prend du temps. La partie RGPD, si vous voulez des éléments très sur mesure par rapport à la partie RGPD, un plan de tracking, des tests utilisateurs, des créations de landing page, des créations de contenu, une synchronisation avec un ERP, un CRM, et j'en passe. À vous de voir les fonctionnalités que vous souhaitez. Un agenda, un truc pour faire de la réservation d'événements ou autre. Pour le multilingue, venons-y, puisque ça peut être un peu complexe. Très rapidement, on a sur WordPress 3 pistes qui s'offrent à nous en général. Il y a une partie avec Weglot, qui est un outil qui fait une traduction automatique. Et là, ce qu'on vous recommandera, c'est de se concentrer sur les 80-20. 80% de votre contenu, en général, il y a peu de trafic, peu de gens vont dessus. Donc ça, on s'en fout, on fait de la traduction automatique, ça fait très bien le job. Et sur les 20% restants, vous avez la main via Weglot pour faire les ajustements des pages qui ont été où une traduction manuelle pourrait être encore plus qualitative. Donc Weglot est pas mal pour ça. Ensuite, on a Polylang. Donc là, c'est un outil qui permet d'avoir une version anglaise, une version allemande, une version espagnole de votre site. Mais là, il va falloir vous farcir tout le contenu. Donc vous allez devoir traduire les contenus et venir intégrer tous vos contenus manuellement. Et là, pas de possibilité de faire la stratégie des 80-20 puisque va falloir traduire et intégrer 100% de vos contenus. Donc en termes de coût, de temps et d'énergie, il n'y a pas photo. Weglot fait vraiment la différence. En termes, je vous mets le lien si vous le souhaitez. Tac, tac, tac.
Tac, Weglot fait vraiment la diff. Par contre, si vous voulez avoir une maîtrise parfaite, aux petits oignons et tout ça, vous pouvez passer par Polylang. Mais on a des clients qui, de manière très honnête, se sont retrouvés avec des budgets jusqu'à 50, 60 000 euros juste de la partie traduction. Parce qu'ils ont dû traduire tous les contenus. Imaginez, vous avez 20 langues, et bah, traduire 20 langues en 20 langues, puis intégrer tout ce contenu-là. Enfin, ça fait des budgets de barjo au final. WPML est un concurrent de Polylang, donc c'est la partie manuelle, on va dire. Je vous le recommanderais pas. Il est beaucoup plus complexe, il est super chiant et on a eu plein de galères avec des projets. Donc, ce que je vous recommande, c'est soit Weglot, le prêt à l'emploi, de l'automatique et après vous faites manuellement les 20% de pages qui génèrent le plus de trafic, soit vous passez par une version 100% manuelle avec Polylang si vous voulez une maîtrise parfaite de vos contenus ou vous voulez vraiment adapter avec des sites pays, genre en Allemagne, il n'y a pas les mêmes produits, il n'y a pas les mêmes services qu'en France. Dans ce cas-là, Weglot ne marcherait pas, il faut passer par Polylang. Par contre, si c'est les mêmes contenus de partout dans le monde, Weglot sera amplement suffisant. Et WPML, je ne vous le recommanderais pas. Mais il existe. Ensuite, dans d'autres éléments qui vont faire gonfler ou pas le budget et faire prendre du temps ou pas au projet, ça va être les niveaux d'animation. Il y a des animations indispensables que je vous ai mis là sur le lien et d'autres animations qui sont vraiment du bonus. On veut des trucs vraiment très expérientiels, on veut qu'il y ait des chargements de ouf de pages et je sais pas quoi. À savoir que ça, bah, ça fait des sites un peu plus sympas de Noël, hein, qui sont certes plus expérientiels mais plus compliqués à designer, à développer. Donc le budget, pam pam pam, commence à augmenter un petit peu. Mais nous, on est très contents. Hein. Alors si chez Pilotine, vous venez avec un site très expérientiel et tout ça, on en a fait, on a gagné des awards avec ça, qui est un trophée de design dans le web. Donc ça, c'est super cool. Mais souvent, on va avoir vraiment deux catégories. Les sites qui sont pensés pour faire de la génération de leads, pour valoriser une belle image de marque, un esprit corporate, recruter des gens, tout ça. On va pas faire des sites sympas de Noël. Et après, des sites vraiment expérientiels, genre pour un événement, pour présenter une nouvelle marque, ou là on veut faire un truc qui pète, voilà, ça pète dans tous les sens, et ben là on peut effectivement aussi travailler là-dessus, mais voilà, en termes de budget, ça prend un peu plus de temps sur l'aspect forcément design et création des animations. On arrive à la méthodologie, après on parlera du budget et du planning, qui va bien. Donc par exemple, dans une agence comme Pilotine, on a des chefs de projet. Le chef de projet, ce qui est cool, c'est que c'est pas lui qui va s'occuper de faire le design, le développement, tout ça, mais c'est lui qui va être garant que le projet avance en fonction du budget qu'on a planifié, du planning du projet, en fonction des contraintes techniques et qui va être garant que tout ça, en gros, ça file droit, que chacun soit à son poste, que chacun puisse avancer sur le projet au bon moment et sur la bonne tâche. Et pareil, faire les relances qui vont bien auprès du client. Si vous enlevez de l'équation un chef de projet, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à un moment, il y a un truc qui traîne. À un moment, il y a quelqu'un qui a oublié de faire quelque chose, mais du coup, il l'a pas vu, il s'en est pas rendu compte, il n'a pas pris le recul nécessaire sur le projet. Et du coup, bah, ça commence à patiner, il y a des erreurs, il y a des trucs comme ça. Donc, un chef de projet, c'est une vraie valeur ajoutée sur un projet. Forcément aussi, bah, ça prend un petit peu de temps, mais ça permet de bien cadrer et d'être bien sûr que le projet, il file droit, il file doux et ça fonctionne bien. Donc, chez Pilotine, nous, on parle de co-conception. Donc, si vous travaillez avec d'autres prestataires, pas de souci, mais plus vous êtes dans une démarche de co-conception, plus ça fonctionne, pour être très honnête. On a chez nous, par exemple, 10 étapes que je vous mets là. Première étape, c'est la prise de brief avec les personnes en avant-vente. Donc, vous allez rencontrer vos prestataires, présenter votre projet. Deuxième étape, nous, on met en place des ateliers. Ça permet de encore mieux cadrer, d'aller monter un cran plus haut le projet. On va faire des ateliers, donc là c'est un peu petit, vous ne le voyez pas, mais il y a marqué workflow, donc on va définir vraiment le workflow. Quel est le processus commercial? Quel est le processus marketing? Comment vous gérez un client chez vous? Parce que tout ça va pouvoir avoir un impact après sur comment on va mettre en place le site internet et comment il va interagir avec les autres outils de votre entreprise. On va faire un atelier sur la concurrence, sur l'identité de marque, sur l'arborescence. On va vous aider à peaufiner, améliorer, faire un truc de ouf, quoi, sur l'arborescence. On va pouvoir travailler sur votre cible, sur votre référencement naturel, et même on a des ateliers pour co-construire le cahier des charges quand on est sur un sujet hautement technique. Je veux synchroniser mon Sage X3 et mon Sage 100 avec mon site WordPress. Comment je fais en sorte que mes flux, tac, 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 ils aillent dans tous les sens, machin. Ça nécessite de se poser dessus pendant une demi-journée, une journée ou 2 jours avec le prestataire technique, avec nous qui faisons le site, le client, histoire de bien définir le scope du projet. Ensuite, on va analyser tout ça et on va du coup finaliser un beau cahier des charges. Puis après, on réalise le design,
On a du coup le livrable avec l'intégration, le développement des fonctionnalités. On passe à la phase de recette, donc c'est-à-dire on va valider techniquement que le site fonctionne bien, on va tout tester. Puis après, on met en ligne le site. On a la période de garantie, donc c'est-à-dire que nous, chez nous, de base, pendant 1 mois, on garantit que s'il y avait des petites pétouilles qui n'avaient pas été vues avant, et ben on les corrige sans problème après. Et après, on attaque la période de TMA, donc c'est-à-dire qu'on va faire évoluer sur le long terme le site internet. Voici un peu les grandes étapes qu'on peut retrouver dans la vie d'un projet. Allez, on va parler maintenant budget et planning. Donc là, je vous ai mis un budget type. Bon, honnêtement, budget qu'on peut retrouver sur un site qui commence à être un peu costaud, où il y a un gros travail en design au démarrage. Enfin, même au démarrage, on a des ateliers qui vont bien cadrer, puis un gros travail en design, puis des bons ateliers sur la partie justement création du cahier des charges et tous ces éléments-là, et un site souvent qui va être optimisé là pour de la prospection, donc qui va être bien optimisé pour faire de la génération de leads. Et après, avec la formation qui va bien. Donc, pour toute la partie atelier, par exemple, on est sur des prix, nous, à la demi-journée. Sur la partie du site internet, il y a le fameux forfait pour la création de la charte graphique, les déclinaisons. Puis après, il y a tout le temps qu'on a provisionné pour faire le design de chacune des pages. Si vous avez 17 pages, si vous en avez 15, si vous en avez 2, si vous en avez 150 à designer, forcément, ça ne prend pas le même temps. Donc, tout le temps nécessaire pour designer les pages, les intégrer et faire le développement des fonctionnalités. Et après, toute la partie formation pour que vous puissiez monter en compétences sur l'utilisation du site, sur le référencement naturel ou quoi que ce soit. À savoir que ça, par exemple, quand vous passez par une boîte qui est Calliope comme nous, c'est un budget qui peut passer tout à fait sur les budgets OPCO. Et du coup, ça fait une sacrée économie au final sur votre projet. Si vous pouvez économiser ici 6 000 €, effectivement, c'est toujours ça de prix, quoi. Et donc au total, là par exemple 24 000 €, et après on retrouve la maintenance, la sécurité, l'hébergement et la TMA. Donc là on est sur un cas fictif type qu'on peut retrouver chez nous, mais qui correspond bien à un projet d'une PME qui veut valoriser une magnifique image de marque sur le digital, faire de la génération lead et pourquoi pas synchroniser son site avec 2-3 outils métiers qu'il a déjà chez lui pour que tout ça soit fluide. Voilà. Si on passe maintenant au planning prévisionnel, ici j'ai remis les différentes étapes qu'on peut retrouver. Donc la phase initiale, conseil recherche, après il y a la réunion de lancement, on fait les wireframes, on fait le web design, on fait le développement du site, on fait la formation, puis il y a la mise en ligne du site. En général, on se retrouve sur un prévisionnel moyen autour des 18 semaines et voici comment on va cadencer tous les éléments. Point très important quand vous avez un projet de site internet et que vous faites ça avec un prestataire externe, de bien savoir les délais du prestataire et ce qu'il va faire exactement, mais aussi vos propres délais à vous. C'est hyper important de se dire, alors du coup, moi, j'ai en responsabilité de 1, rapporter, donner tous les éléments, le logo, la charte graphique, machin bidule. 2, créer les différents contenus pour que le prestataire puisse prendre ces contenus-là et les intégrer sur le site. Fournir les photos, faire ci, faire ça, et après, vous former, donc il faut prévoir le temps de formation, et après, potentiellement, intégrer les contenus sur votre site internet. Plus vous provisionnez aussi du temps de votre côté, plus vous pourrez assurer le succès de votre projet. C'est indéniable. Et bien entendu, vérifiez que tout colle à votre challenge. J'ai oublié le petit C. Voilà, hop. Vérifiez que tout colle à votre challenge. Okay. Donc une fois que vous avez fait le cahier des charges, boum, vous l'avez donné effectivement. Donc là, on est arrivé au bout du cahier des charges à peu près. Je vais vous donner d'autres petites astuces après, mais une fois que vous avez toutes les propales de tous les prestataires, c'est de voir est-ce que la proposition répond bien à votre problématique, à votre challenge. Oui, la réponse de la chance, celle-ci, ok. Est-ce que la proposition technique correspond à votre besoin? Oui. Est-ce que le budget et planning correspond bien à votre besoin? Oui. Et du coup, vous allez valider un petit peu tous ces éléments et comparer ce qui est comparable avec vos prestataires. Quelques petites infos pour terminer. Et après, on pourra passer aux questions-réponses. Il est important que votre agence, votre prestataire utilise un outil de gestion de projet. Je peux vous mettre le lien vers le nôtre. Donc nous, ça s'appelle Monday. Honnêtement, il y en existe plein d'autres. Monday, il est très bien. Il y a aussi ClickUp. Il y en existe plein. Jira, je sais pas quoi. Nous, on utilise Monday qui fonctionne et qui permet de pouvoir mettre tout notre planning, gérer le recettage, faire le suivi, savoir qui fait quoi, à quel moment, combien de temps il y a de provisionner, et ainsi de suite. Ça permet de gérer toutes ces étapes-là, et ça, c'est cool. Comme ça, on a toute la durée de vie du projet. Autre outil, on utilise, nous, pour l'hébergement O2Switch. Alors, à savoir que chez O2Switch, je peux vous mettre aussi un lien vers leur offre, là. Sur O2Switch, on a plusieurs choses à savoir. C'est qu'ils ont
une offre qui s'appelle l'offre unique, qui est aux alentours de 5 euros par mois, je crois, qui est très bien quand vous gérez vous-même votre site internet, si vous l'avez développé vous-même et vous le gérez vous-même. Quand vous passez par une agence, honnêtement, il vaut mieux passer par le serveur de l'agence pour quelques raisons. La première, c'est qu'au moins, il y a en termes de responsabilité, en gros, c'est le problème de l'agence. Si jamais ça marche pas, machin, il doit le réactiver. Parce que sinon, ça veut dire que c'est à vous de gérer tout ça. En gros, quand votre site il a un problème et que c'est un problème du serveur, bah, ça va être à vous de contacter l'hébergeur. Puis vous savez peut-être pas forcément parler le même langage que lui. Donc, d'un point de vue responsabilité et d'un point de vue surtout délégation, il vaut mieux que ce soit votre prestataire qui s'occupe de ça. En gros, tous vos prestataires, ils ont une responsabilité civile professionnelle. Chez Pilotine, on a ce qu'on appelle voilà, la RC Pro. Et du coup, s'il y a la moindre pétouille, eh ben, en fait, on peut se baser sur la RC Pro de l'entreprise qui vous gère l'intégralité du projet. Inversement, si votre hébergeur, en général, eux, ils se dédouanent de tout ça en disant c'est votre merdier, démerdez-vous. Donc du coup, ça vaut le coup de pouvoir vous faire accompagner par l'agence qui va, et ben du coup, gérer pour vous l'hébergement. Donc le coût sera plus élevé parce que en fait, bah, ils s'en occupent quoi, tout simplement. Et surtout, toutes les modifications qui vont apporter par la suite, si ça touche au serveur, bah, l'agence sera ou le prestataire sera beaucoup plus rapide aussi à gérer tout ça. Donc ça vous coûtera au final moins cher sur le long terme de tout déléguer auprès de l'agence. Voilà, pour l'avoir vécu, hein, parce qu'on a des clients qui avaient du coup un hébergeur d'un côté, l'agence de l'autre, bah, à chaque fois, il y en a qui disent ouais, c'est de la faute de celui-là, non, on dit de la faute de l'autre. Vous, ce qui vous intéresse, c'est que ça fonctionne, c'est de pas en entendre parler et que ça tourne. Donc faites en sorte que ça fonctionne, que vous en entendiez pas parler et que ça tourne. Ok, d'un point de vue web design, quels sont les outils qui s'offrent à vous? Si quelqu'un n'utilise pas l'un des trois là, honnêtement, ça pue vraiment. Donc on a soit Sketch, qui est pas mal pour une designer qui est solo en général, soit Figma pour ceux qui travaillent bien en équipe, soit Adobe XD puisque bah, ça fait partie de la suite Adobe et ça fait le taf aussi. Mais si vous voyez Sketch, Figma ou Adobe XD, ça le fait. Si quelqu'un vous dit moi je fais ça avec InDesign ou je fais mes web design avec Illustrator ou avec Photoshop, honnêtement ça sent pas très bon. Donc vérifiez que votre prestataire maîtrise bien soit Sketch, soit Figma, soit Adobe XD qui sont les trois leaders du marché en ce moment. Dans 10 ans, ce sera peut-être plus ça, mais en ce moment, c'est ça. Ensuite, au niveau des CMS, c'est vrai que tout le long, je vous ai parlé de WordPress. WordPress, bah, nous, c'est celui qu'on maîtrise. C'est le CMS. Donc, CMS veut dire Content Management System. Donc, en gros, en français, un système qui permet de gérer du contenu. Donc, WordPress, en gros, vous allez vous connecter, vous pourrez gérer vos pages, vos images, vos PDF, vos articles de blog, vous pouvez tout gérer en gros. Et c'est la même chose sur Joomla, Wix, PrestaShop, Shopify, Dotlier, Z, Drupal et ainsi de suite. Vous pouvez gérer en fait votre contenu. Vous pouvez vous connecter et administrer votre contenu. Bon, WordPress, en gros, il éclate tout le monde en termes de popularité, puisque à peu près 50% des sites au niveau mondial sont faits avec WordPress. Donc en gros, si vous voulez prendre le moins de risques possible, WordPress fait bien le taf, parce que vous aurez beaucoup de gens qui le maîtrisent. Mais après, on peut retrouver des trucs spécialisés un peu plus e-commerce, comme PrestaShop, Magento ou Shopify. Mais on peut faire aussi de très beaux e-commerce avec WordPress, et, parce qu'ils ont une brique qui s'appelle WooCommerce. Il y a des différences, donc après, à vous de vous renseigner sur ces différences-là. On a fait des articles de blog et des vidéos, hein, WordPress versus PrestaShop, WordPress versus Drupal, machin, vous en trouvez plein. Donc n'hésitez pas à vous renseigner pour savoir un peu quel CMS correspond le plus à votre besoin. Mais sinon, à garder en tête, sur des projets, on va dire, ceux qu'on maîtrise, la simple, entre 8 000 et 140 000 euros. Sur ce type de projet en général, on s'en fout un petit peu du CMS. Ce qui compte, c'est la confiance que vous avez dans votre prestataire et la connaissance de votre prestataire sur un de ces CMS-là et qu'il puisse bien l'utiliser. Demain, vous vous dites, j'adore Pilotine, mais j'aimerais bien qu'il fasse du Drupal, bah dites-vous qu'on vous fera un gros caca boudin, ça va pas du tout marcher. Par contre, si vous aimez bien Pilotine et que Pilotine est expert WordPress, faites-leur confiance, ça va fonctionner avec WordPress. Il faut que vous soyez avec des gens en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui vous avez suffisamment échangé, avec qui le feeling est bien passé. Mais vous nous demandez nous de faire un Magento, on vous fera n'importe quoi. Inversement, si vous rencontrez une boîte qui vous dit ah non mais moi je fais tout, je fais du WordPress, du Magento, du Drupal, du PrestaShop, et que vous vérifiez ils sont 3 dans la boîte, là aussi ça sent pas bon. Vaut mieux passer par quelqu'un qui est expert sur un truc et qui le fait très bien. En général, vous en sortirez gagnant vous en tant que client. Voilà, après, bon, les pages dynamiques, les pages statiques, on a un peu parlé avant. Bon, n'oubliez pas de partager les différents accès à votre prestataire, hein, partagez votre Google Analytics, vos accès FTP, base de données, nom de domaine. En tout cas, indiquez tous les outils qui gravitent autour de votre site. Vous pouvez retrouver voilà, Analytics, Mailchimp, Mailjet, HubSpot, ActiveCampaign, Salesforce, Sage, j'en sais rien, mais
faites bien une liste de tous les outils qui vont graviter autour de votre site pour que le prestataire soit au courant et pour qu'il puisse les intégrer correctement au projet. C'est bien normal. Allez, du coup, pour terminer, parce qu'il reste pas longtemps, on a donc un modèle de cahier des charges prêt à l'emploi qui se trouve ici. Vous pouvez télécharger directement sur le site. Sur le site, en fait, nous, chez Pilotine, on a une partie ressources. On a livre blanc et template et vous pourrez retrouver directement ici là, notre modèle de cahier des charges dans la partie ressources, notre modèle de cahier des charges. Et après, on a fait plein d'autres livres blancs. Il y a juste à mettre son nom, son prénom, pardon, et son adresse mail. Et hop, on chope tout le truc. Et là, je vous le mets spécialement pour vous. Tagada de soin, hop, copier. Et donc là, vous retrouvez hop, ce modèle de cahier des charges qui reprend tous les éléments que je vous ai indiqués depuis le début avec des explications, des machins, le planning, le budget, l'arborescence et tout ça. Donc vous retrouvez pas mal de choses et surtout pas mal de choses qui vous feront gagner du temps parce qu'on vous a mis des bonnes bases dessus. Donc n'hésitez pas à gagner énormément de temps en utilisant ce modèle de cahier des charges prêt à l'emploi. C'est le but du jeu, qui vous fasse gagner un max de temps. Ok, pour terminer, nous avons une super chaîne YouTube chez Pilotine. On retrouve pas mal d'infos, notamment en web design. Qu'est-ce qu'une arborescence, qu'est-ce qu'un cahier des charges, qu'est-ce qu'une charte graphique, un logo, un machin, un bidule. On vous a donné pas mal de choses là-dessus. En dev aussi, pas mal de contenu sur WordPress. Et on en a aussi beaucoup en marketing, notamment marketing digital, bien sûr. Notamment tout ce qui est marketing automation, donc comment automatiser vos actions marketing avec HubSpot, ActiveCampaign dont on est partenaire. On va retrouver des contenus sur le référencement naturel, sur la publicité, en gros. Tout ce dont on n'a pas parlé aujourd'hui, mais qui viennent bien compléter un projet de création ou de refonte de site internet. Donc, n'hésitez pas à retrouver tous les éléments sur la chaîne YouTube de Pilotine. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous verrez passer les prochaines vidéos. Et on a toujours plein de vidéos très intéressantes. Je vous avais dit, dans nos valeurs, le partage est extrêmement important, donc ça nous tient à cœur de vraiment nous livrer, de tout donner en transparence. Voilà, je vous ai donné mes tarifs, mes machins, mes bidules. Ça me gêne pas parce que moi, le but du jeu, c'est de pouvoir donner un maximum d'informations pour que mes clients de demain, soient de bien meilleurs clients pour moi parce qu'en fait, ils connaîtront super bien mon métier, donc ce sera facile en fait de travailler avec eux et on fera des projets vraiment qui claquent. Donc ça c'est cool. Et n'hésitez pas à ajouter Pilotine ou à m'ajouter directement sur LinkedIn, puisqu'on partage régulièrement les webinaires qu'on fait, des astuces, on fait des super carousels avec plein de tutos, plein de bonnes pratiques. Donc, profitez-en, c'est complètement gratos. Ok, je pense qu'on peut passer aux questions. Si vous avez des questions, bien entendu, à part si c'était déjà tout clair. Et dans ce cas, je serais content. Alors, si vous pouvez faire un petit feedback ou si vous avez des questions, avec grand plaisir. Je vois qu'il y en a qui sont en train de taper. Alors, soit ça tape pour dire merci, c'était super, trop sympa Julien, et à la prochaine. Soit vous avez des questions. Ah, alors, Valérie, qu'est-ce que la TMA? Alors, la TMA, c'est très important, ça veut dire tierce maintenance applicative. Et la tierce maintenance applicative, en fait, c'est un crédit temps. Donc, en gros, vous allez avoir un temps qui est provisionné. Nous, en moyenne, c'est par exemple 12 ou 24 heures par an. Et dans ces 12 à 24 heures par an, nos clients vont nous demander de faire des évolutions sur leur site. Par exemple, pour WordPress, c'est un truc qui vit. C'est comme, par exemple, les voitures thermiques sont passées en électrique. On peut faire une transformation de la voiture thermique en électrique. Sur le digital, toutes ces petites évolutions, c'est pas tous les 50 ans, c'est peut-être des fois tous les mois ou tous les 3 mois ou toutes les semaines des fois. Il y a des petites évolutions qui arrivent pour améliorer vos fonctionnalités. En gros, on s'occupe de faire ces mises à jour et ces mises à jour, des fois, peuvent entraîner des petites modifs qu'il va falloir corriger. C'est pas grand-chose, souvent c'est quelques minutes par-ci par-là. Et surtout, votre site va devoir évoluer. On veut rajouter une fonctionnalité, on veut rajouter des pages, on veut rajouter je ne sais pas quoi. On peut passer par son prestataire via la tierce maintenance applicative pour que le prestataire fasse les corrections et les évolutions du site internet. Donc, il y a une TMA corrective et une TMA évolutive qui permet de faire en sorte que le site soit toujours nickel et qu'il évolue en même temps que l'entreprise. Alors, aux questions de Ophélie, comment faire quand on veut faire une proposition commerciale après un appel découverte? Il faut envoyer le cahier des charges à compléter en amont, ça risque de freiner le prospect car ça prend du temps. Alors, très bonne question, Ophélie. Dans les premières années de Pilotine, donc aujourd'hui on a 10 ans,
Donc voilà, ça fait un paquet de temps. Dans les premières années de la vie de l'entreprise, eh ben, j'étais d'accord avec toi, c'est-à-dire que je me disais, oh là là, mais déjà que le prospect m'a parlé, je vais lui faire gagner un max de temps, je m'occupe de tout. Sauf que avec cette technique-là, on peut attirer des mauvais prospects qui veulent que ça aille vite, qui veulent pas s'en occuper, qui veulent même pas s'intéresser au projet, ainsi de suite. Donc nous, en fait, on fait un pré-filtre des projets, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas nous donner d'informations, malheureusement, ne travaillera pas avec lui. Nous, vu qu'on est dans une stratégie de co-construction, on ne répond aux demandes que des clients qui ont pris le temps de remplir des premières informations. Alors, le cahier des charges, je suis d'accord, tout complet, c'est beaucoup de boulot. Donc là, je le recommande surtout si vous êtes vous-même l'annonceur et que vous cherchez un partenaire, ça sera plus simple. Mais des fois, il y a des clients, ils nous envoient peu d'informations, et ben on leur fait compléter un formulaire qui prend à peu près une vingtaine de minutes avec une quarantaine de questions. En fait, ils remplissent toutes ces questions-là et ça va nous aider, nous, après, à faire notre proposition, à faire une jolie note d'intention, un cahier des charges, tout ce qu'on veut. Mais en gros, un prospect qui ne prend pas ces 20 minutes pour nous donner les informations importantes de son projet, malheureusement, nous, on ne répondra pas parce qu'on sait de base que ce ne sera pas un super client, quoi. Donc, on préfère faire un filtre très rapidement à ce niveau-là. Mais après, je suis d'accord avec toi, c'est un peu, entre guillemets, on fait les difficiles parce que on a pas mal de projets qui tombent, vu que maintenant on est assez connu, voilà, qu'on a bonne presse, qu'on a une belle visibilité, on a plein de projets qui viennent, donc on a le choix de faire les difficiles. Mais dans un premier temps, peut-être qu'il faudra faire l'effort et le compléter à la place du client, en lui posant quelques questions, quoi. Bah voilà, et ben, si vous n'avez pas plus de questions, j'ai été très heureux de vous présenter ça aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez apprécié ou pas ce webinaire. Vous mettez un petit 5 si c'était nickel, vous avez appris plein de choses, un beau 0 si vous avez strictement rien compris, que j'ai pas vulgarisé, que je vous ai pas donné assez d'outils, que je vous ai rien partagé, que j'ai été un saligo de première. N'hésitez pas à le dire aussi. Voilà, moi j'étais très content de vous présenter tout ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé à mieux anticiper les projets de vos clients si vous êtes vous-même une agence ou si vous êtes un client, de pouvoir donner plus de contenu intéressant pour réussir votre projet et donner toutes les billes à vos prestataires pour bien vous accompagner et réussir tout ça. Pour terminer, eh bien, je peux que vous recommander d'aller voir sur notre site internet tous nos prochains webinars qui peuvent être assez intéressants pour vous. Notamment, on va retrouver comment rédiger un cahier des charges, c'est aujourd'hui. On aura les 3 plans marketing digital gagnants pour 2024 le 24 octobre. Combien coûte un site internet avec un vrai détail? Je vous ferai en live un devis pour que vous compreniez comment on construit les devis chez Pilotine et les prix associés le 22 novembre. Et après, stratégie réseaux sociaux pour 2024 que j'animerai avec Romain, notre community manager chez Pilotine, et avec Benoît de chez Pledzi pour la partie des plans marketing digitaux gagnants pour 2024. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à ces webinars si les sujets peuvent vous intéresser. Eh bien, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne prospection digitale, un très bon projet de site internet, une excellente journée. À la prochaine. Ciao, ciao.